Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire, alors commençons tout de suite. Je m'appelle Nicolas. Lorsque ma femme m'a regardé droit dans les yeux pour me dire qu'elle voulait vivre pour elle-même, sans moi, ma réponse a changé la nature de notre relation à jamais. J'ai rencontré Sandrine lors d'un événement de réseautage professionnel il y a des années. Elle travaillait au service des ressources humaines d'une grande multinationale et je débutais tout juste ma carrière en tant que consultant financier à la Défense. Lorsque nous avons commencé à discuter ce soir-là, j'ai été impressionné par son ambition et la pertinence avec laquelle elle parlait de son travail. Notre relation, dans les mois qui ont suivi, semblait naturelle et saine. Nous nous retrouvions pour des cafés entre nos emplois du temps chargés, nous allions voir des expositions au musée d'Orsay le week-end et faisions de longues promenades sur les quais de Seine où nous parlions de tout. De l'actualité à nos souvenirs d'enfance. Sandrine semblait sincèrement intéressée par la construction de quelque chose de significatif ensemble et elle soutenait mes objectifs de carrière tout en poursuivant son propre développement professionnel. Nous nous sommes mariés après 2 ans de relation lors d'une cérémonie civile intime à la mairie, suivie d'une réception qui nous correspondait parfaitement. Sandrine a emménagé dans la maison que j'avais achetée l'année précédente avec l'argent hérité de mon grand-père, un pavillon agréable en banlieue ouest de Paris avec un petit jardin. Mais qui était entièrement payé et représentait le genre de stabilité que j'avais toujours voulu offrir à ma future famille. Les 2 premières années de notre mariage ont été tout ce que j'avais espéré. Sandrine semblait adorer la maison, elle ne s'est jamais plainte ni n'a suggéré que nous avions besoin de quelque chose de plus grand ou de différent. Sandrine avait sa propre carrière et ses propres revenus, mais elle semblait satisfaite de notre arrangement financier où je gérais les dépenses de la maison libre de crédit et où elle contribuait aux courses et aux charges courantes. Nous avions conservé des comptes bancaires séparés mais avions également ouvert un compte joint pour les dépenses partagées et l'épargne, tout semblait équilibré et juste. Durant ces premières années, Sandrine avait des amis du travail et quelques connaissances de son école de commerce avec qui elle gardait contact occasionnellement, mais elle n'était pas particulièrement mondaine en dehors de notre couple. Elle sortait parfois avec des collègues pour des after-work ou assistait à des événements professionnels, mais la plupart de son temps libre, elle le passait avec moi ou à ses propres loisirs. Je n'ai jamais eu l'impression que ces amitiés entraient en concurrence avec notre mariage ou causaient une quelconque tension entre nous. La femme que j'avais épousée semblait valoriser notre partenariat et apprécier la vie que nous construisions ensemble. Elle semblait comprendre que le mariage signifiait prendre des décisions ensemble et considérer comment nos choix nous affecteraient mutuellement. Vers notre 3e année de mariage, Sandrine a renoué avec d'anciennes amies de sa promo d'école de commerce via les réseaux sociaux. Toutes 2 avaient fait partie du même bureau des élèves et elles avaient apparemment décidé de recontacter d'anciennes camarades pour organiser des retrouvailles régulières sur Paris. Sandrine était enthousiaste à l'idée de renouer avec elle et, au début, j'étais heureux qu'elle élargisse à nouveau son cercle social. L'une d'elles, comme je l'ai appris plus tard, était divorcée de son second mari et travaillait comme agent immobilier. Elle était bruyante, avait des opinions tranchées et des sentiments très forts contre le mariage en général. Selon Sandrine, elle avait l'impression d'avoir gâché sa vingtaine et le début de sa trentaine à essayer de rendre les hommes heureux au lieu de se concentrer sur elle-même. Elle embrassait maintenant ce qu'elle appelait son indépendance et encourageait les autres femmes à faire de même. L'autre femme, je l'apprendrai aussi, n'avait jamais été mariée mais avait traversé une série de relations à long terme qui s'étaient mal terminées. Elle travaillait dans l'événementiel et avait une vie sociale active qui semblait tourner autour des sorties nocturnes. Elle organisait toujours des activités de groupe et semblait fière d'être l'amie amusante et spontanée qui pouvait convaincre les gens de tout laisser tomber pour partir à l'aventure. Au début, les amitiés retrouvées de Sandrine avec ces personnes semblaient inoffensives. Elle sortait avec elles peut-être une fois par mois pour un dîner ou un verre et rentrait à la maison avec des anecdotes sur leurs conversations et des nouvelles de leur vie. J'étais content que Sandrine ait des amis proches à qui parler, d'autant plus que nous avions un peu bougé après le mariage, mais au fil de plusieurs mois. J'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement et les attitudes de Sandrine qui semblaient coïncider avec le temps passé avec ses amis. Elle rentrait de leur soirée avec de nouvelles plaintes concernant notre relation qui n'avaient jamais été des problèmes auparavant. Soudainement elle remettait en question le fait que je veuille savoir où elle allait ou quand elle rentrerait. Qualifiant cette communication normale de couple de comportement contrôlant. Sandrine a également commencé à faire des commentaires sur la façon dont certaines femmes mariées que nous connaissions étaient trop dépendantes de leur mari ou comment certaines épouses avaient perdu leur identité en donnant toujours la priorité à leur famille sur elles-mêmes. Ces observations donnaient l'impression qu'elle testait de nouvelles idées sur le mariage et l'indépendance. Le changement le plus notable était la façon dont Sandrine parlait de nos projets d'avenir. Auparavant, elle utilisait toujours un langage qui nous incluait tous les deux lorsqu'elle discutait des choses.
mais j'ai remarqué qu'elle commençait à parler davantage de ce qu'elle voulait faire ou accomplir sans considérer automatiquement comment ces objectifs s'intégreraient dans notre vie commune. J'ai essayé d'ignorer ces changements comme étant une phase normale où Sandrine explorait différentes perspectives. Je me disais que tous les mariages traversent des phases où les partenaires se remettent en question ou ont besoin d'espace pour grandir individuellement. Je ne voulais pas être le genre de mari qui se sent menacé parce que sa femme a des amis proches ou poursuit ses propres intérêts. À notre 4e année de mariage, l'amitié de Sandrine avec ses anciennes camarades était devenue une partie centrale de sa vie sociale. Elle se voyait au moins 2 fois par semaine, soit pour des activités prévues, soit pour des rencontres spontanées. Sandrine a commencé à rester dehors plus tard lorsqu'elle était avec elle, ne rentrant parfois qu'après minuit lors des soirs de semaine, et les conversations que Sandrine rapportait de ses amitiés devenaient plus pointues et semblaient conçues pour créer des conflits entre nous. Elle racontait comment l'ex-mari de la divorcée avait essayé de contrôler ses finances ou comment l'ami célibataire avait rompu avec un petit ami qui ne voulait pas qu'elle voyage seule avec des copines. Ces histoires étaient toujours accompagnées de commentaires sur la façon dont les hommes essaient de limiter la liberté des femmes et Sandrine observait attentivement ma réaction lorsqu'elle les racontait. Sandrine a également commencé à remettre en question les décisions que nous avions prises ensemble au début de notre mariage, les recadrant comme des exemples de mon côté contrôlant ou traditionnel de manière apparemment problématique. Notre arrangement où je gérais la plupart des dépenses du ménage devenait la preuve que j'essayais de la maintenir financièrement dépendante. Ma préférence pour que nous discutions des décisions majeures avant de les prendre devenait la preuve que je ne faisais pas confiance à son jugement. La partie la plus frustrante de cette période était la façon dont Sandrine soulevait ses préoccupations. Au lieu de s'asseoir pour avoir des conversations honnêtes sur ce qui la dérangeait, elle faisait des commentaires passifs-agressifs ou posait des questions pièges. Si j'essayais d'aborder ses inquiétudes directement, elle m'accusait d'être sur la défensive ou de mépriser ses sentiments. Le comportement de Sandrine en dehors de notre domicile a également commencé à changer, elle s'est mise à publier plus fréquemment sur les réseaux sociaux, partageant des articles sur l'indépendance des femmes et l'égalité relationnelle qui ressemblaient à des commentaires indirects sur notre mariage. Lorsque j'ai exprimé mon mécontentement face à l'influence que ses amis avaient sur elle, Sandrine est devenue plus secrète avec son téléphone, prenant les appels de ses amis dans d'autres pièces ou sortant sur la terrasse pour parler. Quand je demandais pourquoi elle avait ces conversations cachées, elle m'accusait d'essayer de surveiller ses amitiés. Ce n'étaient pas des comportements que j'avais déjà vus chez elle auparavant et il me faisait me demander quel genre de conversation elle avait qu'elle ne voulait pas que j'entende. Les disputes entre nous sont devenues plus fréquentes pendant cette période et elles escaladaient toujours progressivement vers des problèmes plus importants. Elles transformaient des désaccords mineurs sur le ménage en accusations sur mon caractère ou notre relation. Elle m'accusait de ne pas soutenir ses amitiés si j'exprimais la moindre inquiétude sur le temps qu'elle passait loin de la maison ou si je mentionnais que ses rentrées tardives affectaient notre temps ensemble. Le point de rupture est survenu au cours de notre 5e année de mariage lorsque Sandrine a annoncé qu'elle voulait partir une semaine en voyage à Ibiza avec ses amis de fac. Cela n'a pas été présenté comme une discussion ou un projet que nous élaborerions ensemble. Sandrine m'a parlé du voyage comme s'il était déjà décidé, mentionnant qu'elles avaient déjà regardé les vols et les hôtels et prévoyaient de tout réserver la semaine suivante. Lorsque j'ai demandé des détails sur ce voyage, Sandrine est immédiatement devenue défensive. Elle a dit que c'était juste un voyage entre filles pour fêter l'anniversaire d'une des amies, mais cela ressemblait plus à une semaine de fête axée sur les boîtes de nuit, l'alcool et les rencontres. Mes inquiétudes portaient sur la façon dont elle avait pris cette décision sans aucune discussion avec moi. Une semaine de vacances festives à Ibiza planifiée sans aucune contribution de ma part et présentée comme non négociable donnait l'impression que Sandrine testait jusqu'où elle pouvait aller, sans considérer du tout notre relation. Je lui ai immédiatement dit pourquoi l'idée de ce voyage me mettait mal à l'aise et la réaction de Sandrine a été plus explosive que tout ce que j'avais vu d'elle auparavant. Elle m'a accusé de la traiter comme ma propriété et d'être insécure et jaloux sans raison. Elle a dit des choses ce soir-là qui ne ressemblaient en rien à la femme que j'avais épousée, utilisant des phrases sur l'indépendance et l'autonomie qui donnaient l'impression qu'elle récitait un manifeste féministe mal digéré. Sandrine a également commencé à me comparer défavorablement à d'autres hommes, en particulier au petit ami actuel d'une de ses amies qui, apparemment, ne remettait jamais en question les plans de sa compagne ni n'exprimait d'inquiétude sur ses choix. Elle a dit que j'étais possessif et vieux jeu d'une manière qui l'empêchait de vivre pleinement sa vie. La dispute a duré des heures, Sandrine devenant de plus en plus en colère parce que je ne voulais pas simplement accepter son voyage et m'excuser de l'avoir remis en question. Ce qui m'a le plus frappé pendant cette dispute, c'est à quel point Sandrine semblait apprécier le conflit d'une certaine manière. Elle semblait énergisée par la dispute, comme si elle pouvait enfin dire des choses qu'elle pensait depuis longtemps. La dispute s'est terminée par l'annonce de Sandrine qu'elle partait en voyage,
peu importe ce que je ressentais, et que si j'avais un problème avec ça, je devais peut-être examiner mes propres problèmes de confiance et de contrôle. Elle a dit qu'elle en avait assez d'avoir l'impression de devoir obtenir ma permission pour vivre sa vie et que notre mariage ne devait pas signifier qu'elle devait renoncer à sa liberté et à son indépendance. Après cette dispute, Sandrine a cessé de me parler au-delà de la logistique domestique de base, elle a déménagé dans notre chambre d'amis et a commencé à me traiter comme un colocataire qu'elle tolérait à peine. Pendant des semaines, nous avons vécu dans la même maison tout en maintenant un silence presque total l'un envers l'autre. Sandrine partait travailler avant mon réveil et rentrait après que j'ai déjà dîné, les week-ends. Elle faisait des projets qui la gardaient hors de la maison la majeure partie de la journée. Lorsque nous nous croisions, elle répondait à toute tentative de conversation par des réponses monosyllabiques ou en s'éloignant simplement. Il était clair qu'elle obtenait un soutien émotionnel et une validation de ses amis tout en me punissant par le silence. Je m'attendais toujours à ce que Sandrine se calme et qu'on en discute, je pensais que c'était juste une réaction extrême qui passerait comme les autres. Je croyais sincèrement qu'elle retrouverait ses esprits et réaliserait que nous pouvions résoudre ce conflit si nous pouvions juste avoir une conversation honnête sur nos différentes perspectives. J'ai commencé à penser à suggérer une thérapie de couple ou à planifier une sorte de geste qui pourrait ouvrir la porte à la communication entre nous. J'ai recherché des conseillers conjugaux dans notre région et j'ai réfléchi à des moyens de montrer à Sandrine que j'étais prêt à travailler sur les problèmes qu'elle pensait que nous avions. J'ai même envisagé de lui dire d'aller faire ce voyage à Ibiza, pensant que j'étais peut-être trop rigide sur quelque chose qui ne valait finalement pas la peine de détériorer notre mariage. Mais le comportement de Sandrine pendant cette période a clairement montré qu'elle n'était pas intéressée par la résolution de notre conflit ou la recherche d'un compromis. Elle semblait parfaitement satisfaite de la guerre froide que nous vivions, comme si elle attendait que je capitule complètement plutôt que de vouloir trouver une solution qui nous convenait à tous les deux. La fin est arrivée un jeudi soir, j'avais travaillé tard sur un dossier qui devait être rendu le lendemain, j'avais pensé à rentrer à la maison et à essayer une fois de plus d'avoir une vraie conversation avec Sandrine sur notre situation et la façon dont nous pourrions avancer. Lorsque je suis entré dans notre cuisine ce soir-là, j'ai trouvé Sandrine assise à notre table à manger avec des papiers étalés devant elle, elle ne portait pas son alliance, ce que j'avais remarqué après notre dispute. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait déjà pris une décision avec laquelle elle était complètement à l'aise. Sandrine s'est levée quand elle m'a vu et a croisé les bras. Elle a dit qu'elle était fatiguée d'avoir l'impression de devoir me rendre des comptes ou de considérer mes sentiments avant de prendre des décisions concernant sa propre vie. Elle a dit qu'elle méritait d'être heureuse et que cela signifiait ne plus être mariée. Les papiers sur la table étaient une demande de divorce. Sandrine avait parlé à un avocat et avait déjà entamé la procédure légale pour mettre fin à notre mariage. Alors que j'espérais que nous pourrions arranger les choses, Sandrine planifiait sa stratégie de sortie et consultait un conseiller juridique sur la façon de me quitter. Ma réponse nous a surpris tous les deux, au lieu de supplier, d'argumenter ou d'essayer de la dissuader, je l'ai regardée calmement et je lui ai dit qu'elle pouvait aller de l'avant et vivre pour elle-même, mais pas dans ma maison et pas à mes frais. Le silence qui a suivi ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vécu, la bouche de Sandrine s'est littéralement ouverte comme si elle ne pouvait pas traiter ce que je venais de dire, elle s'était tellement préparée à ce que je me batte. Que je pleure ou que je la supplie de reconsidérer que ma réponse factuelle a semblé court-circuiter le scénario qu'elle suivait. Sandrine s'attendait clairement à une réaction complètement différente, elle pensait que je serais dévasté, que je ferais n'importe quoi pour la garder, que j'accepterais toutes les conditions qu'elle voudrait fixer pour notre mariage. Elle m'avait probablement imaginé acceptant de la laisser vivre comme elle le voulait tout en continuant à lui fournir la sécurité et les avantages d'être ma femme, mais j'avais atteint mon point de rupture et quelque chose dans sa froideur calculée avait déclenché un déclic dans mon esprit. Je n'allais pas supplier quelqu'un de rester alors qu'elle avait déjà émotionnellement quitté notre mariage et je n'allais certainement pas la laisser traiter notre maison comme un hôtel où elle pouvait aller et venir quand elle avait envie d'être mariée. Le choc de Sandrine face à ma réponse s'est rapidement transformé en colère lorsqu'elle a riposté qu'elle allait prendre la maison, moment où je lui ai expliqué que la maison dans laquelle elle vivait depuis 5 ans était la mienne. Achetée seule avant notre mariage avec l'argent d'un héritage et que son nom n'avait jamais figuré sur aucun des titres de propriété. Elle avait supposé que parce que nous étions mariés, elle avait automatiquement droit à la moitié de tout, y compris notre domicile. Son avocat avait peut-être fait la même supposition car lorsque j'ai apporté les papiers du divorce à mon propre avocat le lendemain, nous avons repéré des demandes pour que Sandrine reçoive la moitié de la valeur de notre maison dans le cadre du règlement. Lorsque mon avocat a examiné les documents, il a immédiatement identifié cela comme une erreur majeure qui devrait être corrigée puisque la maison était mon bien propre acquis avant le mariage. Le processus de découverte a révélé toute l'étendue des idées fausses de Sandrine sur notre situation financière.
sa réaction en apprenant la vérité sur la propriété de la maison a été explosive. Elle m'a accusé de lui avoir délibérément caché des informations et de l'avoir trompé en lui faisant croire que nous possédions tout ensemble. Elle a affirmé que j'avais été financièrement contrôlant tout au long de notre mariage en ne mettant pas son nom sur l'acte de propriété, même si elle n'avait jamais demandé à être ajoutée et n'avait jamais contribué à l'achat ou à des améliorations majeures. La procédure judiciaire s'est étirée sur 14 mois, durant lesquels l'avocat de Sandrine a essayé divers arguments pour établir un droit sur la maison. Ils ont soutenu que le travail domestique non rémunéré de Sandrine avait contribué au maintien de la valeur de la propriété. Que ses contributions financières aux charges et aux courses avaient libéré mes revenus pour payer les dépenses de la maison et qu'on lui avait laissé croire qu'elle partagerait la plus-value immobilière. Mon avocat a systématiquement démonté chacun de ces arguments avec des documents montrant que j'avais payé toutes les taxes foncières, l'assurance et les coûts d'entretien depuis mes comptes personnels. Que les contributions domestiques de Sandrine étaient des activités maritales normales qui ne créaient pas de droit de propriété et qu'il n'y avait aucune preuve que j'ai jamais promis de l'ajouter à l'acte notarié. Les audiences au tribunal étaient inconfortables et parfois embarrassantes car la frustration de Sandrine face au processus juridique menait à des crises émotionnelles qui n'aidaient pas son cas. Elle interrompait les débats pour m'accuser de mensonge ou de manipulation, forçant le juge aux affaires familiales à lui rappeler plusieurs fois le comportement approprié dans un tribunal. Lorsque le divorce a été prononcé, Sandrine a reçu sa part de notre compte épargne joint, plus les biens personnels qu'elle avait apportés dans le mariage ou achetés avec son propre argent durant notre union. Elle a aussi gardé sa voiture qui était à son nom et qu'elle avait payée tout au long de notre mariage. Sandrine avait espéré une prestation compensatoire, mais le tribunal a déterminé que notre mariage avait été trop court et qu'elle avait une capacité de gain suffisante pour subvenir à ses besoins. Le juge a noté que les deux parties avaient maintenu des carrières séparées tout au long du mariage et qu'il n'y avait aucune preuve de dépendance financière justifiant un soutien continu. La valeur totale du règlement de Sandrine était suffisante pour l'aider à faire la transition vers la vie de célibataire, mais loin du pactole qu'elle attendait apparemment en demandant le divorce. Mes frais juridiques pour le divorce ont été élevés, le processus a été coûteux et émotionnellement épuisant pour nous deux, mais le résultat était clair, Sandrine quitterait le mariage avec ses biens personnels et sa part de ce que nous avions construit financièrement ensemble. Mais elle ne prendrait aucune partie de mes biens prémritaux. Les mois suivant notre divorce ont été une période d'adaptation pour nous deux, je suis resté dans la maison et j'ai progressivement retiré toutes les traces de la présence de Sandrine, remplaçant tout ce qui me rappelait notre vie commune. C'était étrange d'être seul dans un espace qui avait été notre foyer pendant 5 ans, mais aussi libérateur de ne pas avoir à marcher sur des œufs ou à se demander de quelle humeur serait Sandrine quand je rentrerais du travail. Sandrine a emménagé chez une de ses amies et, selon des amis communs, elle semblait apprécier sa nouvelle indépendance, sortant fréquemment et publiant sur sa vie sociale active en ligne. Pendant les premiers mois, j'entendais occasionnellement des nouvelles de Sandrine par des gens que nous avions tous deux connus pendant notre mariage. Elle sortait apparemment à nouveau avec quelqu'un et semblait embrasser le style de vie de célibataire qu'elle avait prétendu vouloir si ardemment. J'étais content qu'elle soit heureuse et j'espérais qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait quand elle a décidé que notre mariage ne lui suffisait pas. Je me suis concentré sur la reconstruction de ma propre vie et la poursuite de passe-temps que j'avais négligé. Environ 2 ans après la finalisation de notre divorce, Sandrine m'a appelé un mardi soir. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis la dernière audience au tribunal et voir son nom sur l'écran de mon téléphone a ramené un flot d'émotions compliquées. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu à l'appel. La voix de Sandrine était différente de ce dont je me souvenais. Elle m'a expliqué qu'elle rencontrait des difficultés financières et espérait que je pourrais l'aider temporairement. L'argent de son règlement s'était épuisé plus vite que prévu car elle avait quitté son emploi précédent et elle avait du mal à payer le loyer de son appartement. Sandrine a demandé si elle pouvait m'emprunter de l'argent pour rattraper ses factures, promettant de me rembourser dès qu'elle trouverait un nouvel emploi. Elle a mentionné qu'elle avait déjà demandé de l'aide à ses amis et à sa famille, mais que tout le monde faisait face à ses propres pressions financières et ne pouvait pas l'aider. La conversation était surréaliste. Écouter la femme qui m'avait dit qu'elle voulait vivre pour elle-même et n'avait pas besoin de moi me demander maintenant de la sauver des conséquences de l'indépendance qu'elle avait exigée. Sandrine semblait sincèrement surprise que je ne sois pas immédiatement disposé à l'aider, comme si notre divorce avait été un désaccord mineur plutôt que son choix délibéré de mettre fin à notre mariage. Quand j'ai demandé à Sandrine pourquoi elle pensait que je lui prêterais de l'argent après tout ce qui s'était passé entre nous, elle a dit qu'elle espérait que nous pourrions encore être amis et nous soutenir mutuellement en cas de besoin. Elle semblait avoir complètement oublié ses propres mots sur le fait de vouloir vivre sans moi ou les mois de traitement glacial qui avaient précédé notre divorce. J'ai écouté toute la demande de Sandrine avant de répondre, et puis je lui ai rappelé quelque chose qu'elle m'avait dit des années plus tôt.
je lui ai dit qu'elle avait été très claire sur le fait de vouloir vivre pour elle-même sans moi et que c'était exactement ce qu'elle faisait maintenant. Je lui ai expliqué que ses problèmes financiers étaient la conséquence naturelle de l'indépendance qu'elle avait choisie et que me demander de les résoudre était incompatible avec la vie qu'elle avait dit vouloir. La réponse de Sandrine a révélé qu'elle s'attendait à ce que notre divorce fonctionne différemment de ce qu'il avait réellement été. Elle pensait qu'elle pouvait mettre fin à notre mariage tout en conservant l'accès à ma stabilité financière quand elle en avait besoin. Elle avait voulu la liberté de faire ses propres choix sans considérer mes sentiments, mais elle avait aussi voulu la sécurité de savoir que je serais là pour l'aider quand ses choix ne fonctionneraient pas comme prévu. Lorsque j'ai clairement indiqué que je ne lui prêterais pas d'argent ni ne fournirais aucune sorte de soutien continu, Sandrine s'est mise en colère de la même manière que lors de nos conflits conjugaux. Elle m'a accusé d'être cruel et vindicatif, de la punir pour avoir voulu être heureuse. Elle a dit que j'étais mesquin de retenir notre divorce contre elle alors qu'elle demandait juste de l'aide à quelqu'un qui tenait à elle autrefois. Mais j'avais appris quelque chose d'important durant notre mariage et le processus de divorce. La définition d'une relation pour Sandrine était celle où elle pouvait prendre ce qu'elle voulait tout en ne donnant en retour que ce qui l'arrangeait. Elle voulait prendre des décisions unilatérales sur sa vie tout en attendant de moi que je soutienne et accommode ses décisions, même lorsqu'elles nuisaient directement à notre partenariat. J'ai dit à Sandrine que je lui souhaitais bonne chance et que j'espérais qu'elle réglerait sa situation financière, mais que je ne ferais plus partie de son système de soutien. J'ai expliqué qu'elle avait très clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas de moi dans sa vie et que je respectais son choix en maintenant les limites qu'elle avait établies. Après cette conversation, j'ai bloqué le numéro de Sandrine et tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Je lui avais donné une dernière chance de montrer qu'elle comprenait les conséquences de ses choix et elle avait échoué à ce test en attendant de moi que je la sauve de ses conséquences. Avec le recul sur mon mariage avec Sandrine et la façon dont il s'est terminé, je peux voir des signes avant-coureurs que j'ai manqué ou choisi d'ignorer à l'époque. Le changement progressif de comportement de Sandrine ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était le résultat d'influences et d'attitudes qui se développaient probablement depuis bien plus longtemps que je ne le réalisais. La leçon la plus importante que j'ai apprise concernait la différence entre une indépendance saine dans un mariage et le genre d'autonomie égoïste que Sandrine poursuivait. Les partenaires dans un bon mariage conservent leurs identités et intérêts individuels tout en considérant toujours comment leurs choix affectent leur vie commune. Sandrine voulait une liberté totale pour prendre des décisions sans aucun apport de ma part tout en espérant toujours profiter de tous les avantages d'être marié. J'ai aussi appris le pouvoir des amitiés toxiques pour miner un mariage. Isabelle et Chloé n'étaient pas seulement les amies de Sandrine, elles l'encourageaient activement à voir notre relation comme oppressive et à prioriser ses désirs individuels sur notre partenariat. Sandrine était sensible à leur influence parce qu'elle voulait la permission d'être égoïste, et elles lui ont fourni cette permission enveloppée dans le langage de l'émancipation et de l'indépendance. Le divorce m'a appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de laisser quelqu'un faire face aux conséquences de ses choix. Sandrine avait besoin d'apprendre que les actions ont des résultats et qu'on ne peut pas exiger l'indépendance tout en attendant que les autres vous sauvent des résultats de cette indépendance. Aujourd'hui, je suis dans une relation saine avec quelqu'un qui comprend que le mariage nécessite une considération mutuelle et une prise de décision partagée. Nous maintenons tous deux nos amitiés et intérêts individuels. Mais nous priorisons aussi notre partenariat et discutons des décisions majeures ensemble. C'est le genre de relation équilibrée que je pensais avoir avec Sandrine, mais que je réalise maintenant avoir toujours été unilatérale. Sandrine m'a appris que l'amour ne suffit pas s'il n'est pas accompagné de respect et d'un véritable partenariat. Elle tenait peut-être à moi à sa manière, mais elle tenait plus à obtenir ce qu'elle voulait qu'à me traiter comme un partenaire égal dans notre mariage. Je suis reconnaissant pour cette leçon, même si l'apprendre a été plus douloureux que je n'aurais pu l'imaginer. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré la demande d'aide de Sandrine ou si j'aurais dû être plus compatissant envers quelqu'un que j'avais aimé autrefois. Ma réponse est toujours la même, la chose la plus compatissante que je pouvais faire pour nous deux était de la laisser vivre la vie indépendante qu'elle exigeait sans saper cette indépendance en continuant à fournir un soutien qu'elle avait explicitement rejeté. Sandrine a obtenu exactement ce qu'elle a demandé lorsqu'elle m'a dit qu'elle voulait vivre pour elle-même sans moi. Je me suis juste assuré qu'elle l'obtienne en totalité.